Catella Valuation est une structure créée en 2005, indépendante des sociétés de commercialisation de Catella France, groupe dont elle fait partie. Catella Valuation intervient dans les domaines de l'expertise et du conseil pour tout type de produits immobiliers, bureaux, commerces, entrepôts, habitations, cliniques, EHPAD, hôtellerie, loisirs. Depuis 2014, Catella Valuation a une implantation régionale à Nantes. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Catella Corporate Finance France a procédé en novembre dernier à plusieurs nominations au sein de ses différentes filiales, Catella Property, Catella Résidential et Catella Valuation. Ces changements au sein de son comité exécutif visent à renforcer le pilotage de ces différentes entités, augmenter davantage son expertise métier et consolider son organisation. Aujourd'hui, nous nous intéressons donc à Catella Valuation en compagnie de son président, Jean-François Drouet, et de son managing director, Nicolas Brosseau. Donnons tout d'abord la parole à Jean-François Drouet, qui préside Catella Valuation depuis 2005. En 19 ans de mandat, il a vu la société Catella évoluer entre périodes euphoriques et moments de crise. Quel regard porte-t-il sur ce parcours ? Sur le parcours, c'est plutôt un regard satisfait, puisqu'effectivement, quand on se retourne et qu'on regarde les business plans qu'on avait pu faire à l'origine, quand avec Stéphane Guillautionnet et Emmanuel Schrader, on avait décidé de lancer au sein de Catella France, Catella Valuation, on n'imaginait pas que l'évolution serait à la vitesse à laquelle elle s'est faite. Maintenant, effectivement, on a suivi un marché qui a été un marché fluctuant, avec des périodes effectivement avec énormément de croissance de valeur et beaucoup d'euphorie sur le marché. Et puis on a connu et la crise des subprimes et la crise actuelle. Nous, on est un thermomètre du marché, donc effectivement, on est beaucoup moins soumis aux fluctuations de marché que peuvent l'être nos amis brokers qui eux sont très liés au volume des transactions et à l'appétit que peuvent avoir les investisseurs pour le marché. Nous, on est là pour traduire ce marché en chiffres. Ça a changé notre façon de travailler par certains moments où des cas on accompagnait une croissance et il y a des cas où malheureusement on accompagnait une baisse des valeurs. Mais c'est vrai que pour la société, si on parle de Catella Valuation, on a poursuivi notre progression, quels que soient les soubresauts de marché. Et c'est vrai que depuis 2005, on a été en perpétuelle progression, quel que soit le marché sur lequel on travaillait. J'aime bien la notion de thermomètre qui en dit long quand même sur l'état du marché aussi. C'est quelque chose qu'on connaît. Si on peut parler d'anecdotes dans le marché actuel, il nous arrive d'avoir quelques jeunes mandants, ou plutôt clients, puisqu'on ne doit pas dire mandants pour les experts, qui ont l'impression que leur expert est mauvais et changent d'expert en disant mon expert m'a donné une mauvaise valeur de mes actifs. Et puis quand ils font un appel à un autre expert de la Frexim, le résultat est quasiment le même. Et ils en sont très étonnés. Je leur dis mais vous savez, quand on est malade, changer de thermomètre, ça n'a que peu d'effet sur la fièvre qui est annoncée par le thermomètre. Et nous, on est vraiment un thermomètre pour le marché. Alors les chiffres, vous les avez évoqués, vous avez parlé des chiffres, on va en parler en détail. 47,3 milliards d'euros, c'est le montant total des actifs expertisés en 2022. 165 clients ont fait appel au service de Catella Valuation la même année. 3000 immeubles expertisés par Catella Valuation au cours de l'année 2022. 15 années d'expérience moyenne en évaluation immobilière par collaborateur. Alors ces chiffres, je le disais, c'est 2022. Est-ce qu'on peut en parler et de quelle façon ont-ils évolué en 2023, année forcément de crise ? Je pense qu'un des chiffres dont on est le plus fier avec Jean-François, c'est le 15 années d'expérience moyenne en évaluation immobilière. On a la chance d'avoir chez Catella Valuation des collaborateurs qui sont là depuis longtemps, qui sont restés fidèles, qu'on a su faire évoluer aussi au sein de la société, effectivement, depuis plus de 15 ans. Et donc ce chiffre, je pense que c'est quand même une de nos fiertés et probablement une des choses qui nous différencie pas mal de nos confrères. Une équipe très stable et très soudée. Sur les chiffres clés, 47 milliards évalués l'an dernier. Alors, je dirais que même si on a évalué le même nombre d'immeubles, la valeur totale expertisée a probablement baissé de 10 à 20% en fonction pour suivre l'évolution du marché. Et on a la chance d'avoir des clients fidèles, donc les 165 clients qu'on mentionnait. Je pense qu'en 2023, on peut dire qu'on a une dizaine de nouveaux clients fidèles qui nous ont fait confiance. Et la deuxième satisfaction, je pense qu'on peut avoir avec Jean-François, c'est que les clients avec qui on travaille depuis 15 ans, il y en a très peu avec qui on travaille plus aujourd'hui, et ceux avec qui on travaille plus, c'est plus souvent parce qu'ils ont vendu tout leur patrimoine et qu'ils sont partis de la France que par défiance. Donc voilà. Ou pour des raisons réglementaires, quand la rotation des experts est obligée, quand on est des sociétés qui sont contrôlées par l'AMF ou par la CPR et qui ont une obligation de faire tourner leurs experts. Mais c'est vrai qu'on a plutôt tendance, chaque fois qu'on travaille avec un client,
à augmenter l'assiette sur laquelle on travaille pour eux que de voir soit une diminution, soit un départ du client. Et ça, c'est une vraie fierté d'avoir réussi à fidéliser tous ces clients. Une vraie fierté donc de la part des clients et des collaborateurs aussi, hein, c'est ce que vous disiez Nicolas. Ça, c'est un véritable atout aujourd'hui quand on sait la difficulté du recrutement et surtout la difficulté que rencontrent les entreprises à garder les bons éléments. Exactement, effectivement. Hein. Et nous, je pense que la plupart des collaborateurs qu'on a chez Catellation, ils ont commencé stagiaires, tout en bas de l'échelle, et 15 ans plus tard, on est fiers de dire qu'on a 3 associés qui ont commencé stagiaires chez Catellation. Donc voilà, c'est pas toujours facile d'arriver à fidéliser les collaborateurs sur une aussi longue période, surtout dans une petite structure. Mais je pense en les responsabilisant, en les accompagnant et en leur faisant profiter de toutes les possibilités du groupe Catella, on a réussi à garder ses collaborateurs. Recruter, effectivement, on a grossi aussi. Le recrutement, comme vous le dites, c'est très difficile, surtout en expertise, où on a 2 types d'experts. On a ceux qui commencent experts et qui restent experts pendant 5 ans maximum et qui vont faire d'autres métiers de l'immobilier, de l'asset management, du brokerage ou autre. Et on a peu d'experts qui passent le cap des 5 ans. Donc on est fiers quand on a des experts expérimentés de pouvoir les garder. Et ça a aussi un avantage dans ce marché qui est un marché compliqué, mais qui est un marché qu'on n'a pas connu depuis la crise des subprimes. Donc ça fait maintenant presque pas tout à fait 15 ans, mais entre 13 et 15 ans, c'est qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'intervenants du marché qui sont des jeunes, qui n'ont pas connu, qui sont rentrés dans l'immobilier postérieurement à cette crise et qui pouvaient avoir l'impression que l'immobilier était un marché qui était en permanence en progression et que les crises n'existaient pas dans l'immobilier. L'avantage d'avoir des collaborateurs, nous en expertise, qui ont déjà connu au moins la crise des subprimes et pour certains même avant l'explosion de la bulle Internet en 2001, sont des gens qui ont un peu de recul par rapport à ça et qui savent appréhender un marché qui change. Alors que pendant très longtemps, on a eu un marché qui était pratiquement uniquement en progression, que ce soit en termes de baisse des taux de rendement ou en termes d'augmentation des loyers. C'est vrai que ça permet d'avoir une capacité à appréhender un marché différent, ce qui n'était pas toujours le cas quand on avait beaucoup de jeunes. Je le disais au début de cet épisode, le groupe Catella a procédé à plusieurs nominations au sein de ses différentes filiales, dont Catella Valuation, et notamment la nomination de Nicolas Brosseau au poste de Managing Director il y a un peu plus d'1 an. Qu'est-ce que cette nomination a apporté à Catella Valuation ? Réponse de Jean-François Drouet. J'allais dire que ça a apporté beaucoup de choses serait presque péjoratif parce que Nicolas, on travaille ensemble depuis plus de 15 ans, en binôme de façon totalement transparente et sans aucune surprise pour personne. Ça n'est qu'une officialisation, entre guillemets, d'une situation qui était une situation pérenne depuis très longtemps. Ça montre juste, effectivement, cette pérennité de l'organisation et du fait que la succession est assurée et que les beaux jours de Catella Valuation ne s'arrêteront pas le jour où je prendrai ma retraite, ce qui finira par arriver, et que Nicolas est là avec, j'allais dire, une façon de travailler qui est la nôtre ensemble depuis 15 ans, une équipe qu'on a constituée ensemble, et que ça n'est qu'une officialisation pour moi et que ça n'entraîne strictement aucun changement, si ce n'est une garantie pour l'avenir. Vous le vivez de la même façon, Nicolas, une officialisation d'un statut que vous aviez déjà ? Oui, c'est vrai. J'ai rejoint Jean-François en 2006, donc 1 an après qu'il ait créé Catellation. Et du coup, ce que j'ai toujours beaucoup apprécié, ce qui nous a permis de grandir ensemble, c'est qu'il m'a toujours laissé beaucoup de liberté dans le choix des hommes, le recrutement, beaucoup de liberté dans les outils. Et ça, au bout de 15 ans, effectivement, ça vient valider la plupart des choix qu'on a pu faire ensemble. Et le fait qu'il me fasse confiance depuis plus de 15 ans, concrètement, dans le travail de tous les jours, ça change pas grand-chose. Alors, j'ai quelques clients inquiets qui m'ont appelé en disant « Mais est-ce que tu vas continuer à faire l'expertise ?» Donc oui, je les rassure, je continue à faire l'expertise, même si, effectivement, je deviens directeur général. À part ça, je pense que dans l'équipe, la chance qu'on a, c'est tout le monde adhère depuis longtemps à notre binôme avec Jean-François. Et je dirais que ce que ça peut apporter, ce que ça apporte déjà, c'est que je sois nommé directeur général. Ça a permis d'aspirer aussi des jeunes. Donc, on a 2 nouveaux associés. Donc, on se sert de ça pour essayer de faire progresser un peu toute l'équipe. Et du coup, est-ce que vous avez une feuille de route qui vous a été donnée par le groupe Catella, puisqu'il y a aussi eu des nominations chez Catella Résidential et Catella Property. Est-ce que ça englobe une feuille de route différente par rapport au groupe, justement ? Alors, on a à la fois une feuille de route pour Catella Valuation et on a aussi une feuille de route sur Catella France au global et le groupe Catella au sens plus large. Sur Catella Valuation, je dirais que la feuille de route, elle repose sur 2 axes principaux. Le premier axe, c'est
d'essayer de faire en sorte que en expertise, on ait un réseau Catella pan-européen qui soit plus étendu. Voilà. Donc, on travaille depuis la France parce qu'on est le pays leader en expertise pour essayer de développer ce réseau pan-européen. Et le deuxième axe de travail qu'on a avec le groupe, c'est la digitalisation. Le groupe investit beaucoup dans l'intelligence artificielle. Et donc, on est en train d'essayer de faire évoluer nos modèles d'évaluation avec l'appui de nos amis suédois pour à la fois simplifier, digitaliser, avoir toujours plus d'accès à des données de plus en plus variées. Donc ça, c'est la feuille de route Catella Valuation. La feuille de route Catella France, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de synergie entre les différentes équipes, donc Catella Residential, Catella Property et les autres antennes de Catella, comme la logistique ou même Aquila Asset Management. Je dirais que, comme vous l'avez dit, il y a une vague de nominations dans le groupe Catella et c'est très bien. Et on est un peu tous de la même génération et on a une envie commune, je pense, d'essayer d'augmenter un peu les synergies, la connaissance de nos clients, la connaissance du marché, la connaissance des immeubles, pour faire en sorte, voilà, probablement de se servir d'informations, de se servir des relations, des contacts qu'on peut avoir les uns les autres, pour que tous les services puissent bénéficier des connaissances individuelles, ce qui n'était pas vraiment le cas avant. Catella était un peu une start-up, chaque équipe essayait de développer son propre core business. Aujourd'hui, qu'on est plus établi et qu'on a le temps de se poser et de réfléchir ensemble, voilà, je pense que c'est une volonté assez commune. Voilà. De toute façon, c'est très bien qu'il y ait cette new gen qui prenne le pouvoir au sein de Catella. Moi, je vais finir par être le dernier des dinosaures avec le pas de recul que prennent Claude Kellas, Stéphane Diotionnet et Emmanuel Schrader. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est cette nouvelle équipe et dont Nicolas fait partie en plein, même si effectivement je suis encore là. C'est lui qui travaille dans le nouveau groupe de réflexion qui a été mis en place. Moi, il y a juste une chose dont je voulais souligner, c'est qu'effectivement on travaille sur tout ce qui est digitalisation, mais ça ne veut pas dire qu'on va remplacer les experts par des machines. C'est la tendance avec les automated valuation models. Moi, j'ai la chance par ailleurs d'être vice-président de Tegova et on travaille beaucoup, qui est une association d'experts immobiliers. Le but du jeu, c'est que tout ce qui est digitalisation et intelligence artificielle soit au service des experts, mais qu'on soit pas là pour remplacer les experts par des machines, parce que l'appréhension d'un expert sur une visite, sur une discussion avec un client, avec un locataire, sera jamais remplacé par une machine aujourd'hui. On aura les nuances qu'il faut introduire dans une prise en compte de tous ces paramètres pour faire une évaluation. Ce sera très difficile. Alors un jour, l'intelligence artificielle remplacera peut-être tout, mais aujourd'hui, nous on considère vraiment que c'est au service de l'expert que doivent être mis tous ces nouveaux outils et pas pour remplacer les experts. New Gen et dinosaure, donc, pour reprendre l'expression utilisée par Jean-François Drouet, désormais donc au sein du comité exécutif du groupe Catella France. Entrons dans le détail du marché qui, on le sait, est en crise. Entrons dans le détail des différents secteurs couverts par Catella Valuation: bureaux, commerce, entrepôts, habitation, clinique, EHPAD, hôtellerie, loisirs. Vraie crise pour les bureaux et commerces. La logistique a-t-elle, comme on le dit, le vent en poupe? Les secteurs médical et hôtelier et des loisirs se portent comment? Jean-François Drouet prend la parole en premier. Nicolas Brosseau ensuite. Je pense que c'est moins simple que ça, mais Nicolas complétera ce que je vais dire. Je pense qu'aujourd'hui, on a deux types de crises, voire plusieurs types de crises. Il y a une crise qui est financière, il n'y a pas de crise financière, mais il y a une crise qui est due à l'augmentation des taux d'intérêt et qui fait qu'aujourd'hui, quand on avait de l'argent qui valait rien et qu'on avait des primes de risque de 170 bips, quand on avait un prime à 2,70, un taux prime pour des bureaux à Paris, c'était une prime de risque qui était très large. Aujourd'hui, avec de l'argent qui vaut plus de 3%, c'est évident qu'on a été obligé de remonter les taux prime et qui aujourd'hui sont à 4,25 plus, etc. C'est vrai que du coup, le vrai paradoxe, c'est que cette évolution financière pénalise d'abord les meilleurs actifs, c'est-à-dire les actifs qui avaient les taux les plus bas. Et que paradoxalement, les actifs qui avaient des taux à 6, 6,5, ceux-là, on les remet à peine en cause si leur rendement intrinsèque et que les revenus sont pérennes, puisqu'on garde une prime de risque de 300 bips qui est tout à fait acceptable aujourd'hui sur le marché. Donc on a cette dichotomie avec en revanche quelques marchés, surtout en bureau aujourd'hui en Ile-de-France, où on a des taux de vacances qui sont très élevés ou qui commencent à être très élevés, alors dans le quartier central des affaires, on est à 3,5 taux de vacances, il n'y a pas de 2,5 même aujourd'hui, on n'a pas de crise immobilière. Je veux dire, les loyers sont en train de tutoyer, voire de dépasser les 1 000 € du mètre pour les meilleurs produits. Et si vous cherchez aujourd'hui 1000 mètres carrés à louer dans le quartier central des affaires, c'est très très difficile de les trouver. Donc quand les clients sont là et quand on a une pénurie d'offres,
ça prouve bien que c'est pas un problème de marché au sens absorption du marché. En revanche, le problème est effectivement, aujourd'hui, quand on parle à des clients qui ont des très bons produits, qu'ils ont très bien loués, ils les mettent pas sur le marché parce qu'ils disent j'ai pas envie de les vendre à 4,50. Donc je vais attendre que ça redescende un peu. Donc on a vraiment cette dichotomie. Et quand on parle par produit, effectivement la logistique intéresse beaucoup de monde, mais parce qu'on a recalé très vite des taux de la logistique, parce que quand la logistique était à moins de 4%, on avait des taux qui étaient sans doute trop bas. Et puis la logistique avec la non-artificialisation des sols, avec l'augmentation des loyers, avec l'augmentation de la qualité des bâtiments, est un marché qui est en train de se transformer par rapport à ce qu'on a connu pendant très longtemps. Le commerce que vous citiez tout à l'heure, nous on fait beaucoup d'immobilier de commerce. On avait été très pessimiste sur le commerce post-crise du Covid parce que c'était un des marchés qui avait le plus souffert. Il y avait une vraie inquiétude sur un certain nombre de locataires des galeries commerciales. On se rend compte que les états locatifs se sont plutôt améliorés et donc le commerce en valeur absolue est quelque chose qu'on dégrade assez peu parce que les fondamentaux sont là et le taux est un taux qui n'est pas touché en fait par la remontée des taux de rendement et du coût de l'argent. L'habitation souffre du fait qu'on commence à mettre des primes de risque et une décote pour occupation, une décote pour bloc qui avait pratiquement disparu et qui donc impacte fortement les valeurs en bloc. Et la santé et l'hôtellerie se portent plutôt bien. Alors même s'il y a une dégradation du fait toujours de cette remontée des taux qui oblige à remonter les taux prime, mais en termes d'appétit et en termes de taux, on pense que ça reste des produits qui sont des produits d'appel pour les investisseurs quand le marché prendra un peu de dynamisme. Oui, je suis assez d'accord. Effectivement, les bureaux, nous, en évaluation, on a aujourd'hui des baisses de valeur très importantes, notamment, comme disait Jean-François, dans les marchés où le locatif ne suit pas, donc première périphérie nord, les marchés de péridéfense, où il y a des taux de vacances très élevés. Évidemment, les investisseurs, vu que le marché locatif est très dégradé, ne s'intéressent pas ou plus à ces actifs. Et du coup, les quelques transactions qu'on a se font sur la base de taux de rendement extrêmement relevés par rapport à ce qu'on pouvait avoir il y a 2 ans. Sur le commerce, effectivement, la remontée des taux est moins spectaculaire. On est plus dans l'ordre de 100 points de base. On l'a vu les dernières externalisations qu'il y a eu de portefeuilles commerciaux, les portefeuilles BM, Decathlon. Voilà, laisse entrevoir des remontées de taux, mais plus limitées qu'en bureau. Et l'hôtellerie, ce qui est intéressant, c'est qu'en hôtellerie, notamment en Île-de-France, on a des exploitations qui marchent très très bien, avec des prix par chambre qui sont en évolution très très positive. Mais quand je dis très positive, on est à plus 20, plus 25%. Donc du coup, des exploitations qui marchent très bien et une forte demande effectivement d'investisseurs pour des établissements hôteliers, notamment au mur et fond. C'est-à-dire dans laquelle on peut faire bénéficier à la valeur globale de l'actif de la très bonne performance de l'exploitation. On fait beaucoup de santé, donc c'est un domaine qu'on connaît bien. On a eu le phénomène du scandale entre guillemets Orpea qui avait inquiété beaucoup de monde sur ce qu'allait devenir le marché des murs d'EHPAD. On a toute cette remontée des coûts qui sont aussi bien les coûts sur l'énergie que les coûts sur les matières premières quand il s'agit de nourrir les gens, etc., qui nous est craindre là aussi que les loyers ne puissent pas suivre. On a ce phénomène, mais c'est dans des proportions moindres. La transaction entre ICAD et Primonial a quand même drivé le marché pendant un moment. On a remonté les taux, mais ça reste un produit qui coche beaucoup de cases pour les gens qui veulent faire des investissements long terme et sécurisés, parce qu'on sait très bien que ce sont des beaux long terme, que ça ne se déplace pas très facilement, surtout quand on commence à parler de cliniques privées de 30 000 mètres carrés. Il faut 10 ans pour décider de déménager une clinique privée de 30 000 mètres carrés. Donc, il y a une vraie sécurité locative quand on a un exploitant digne de ce nom. Donc, ça reste un marché qui est un marché sécurisé, maintenant qui souffre comme les autres du problème de la remontée des financements et du fait que on est dans une période un peu schizophrène. Quand on parle aux investisseurs, leurs équipes d'investissement veulent acheter à un taux et leur équipe de vente veulent vendre 100 points de base de moins. Il va falloir qu'à un moment, ils reconstituent leur personnalité parce que tant qu'on est dans cette période de schizophrénie, on n'arrivera pas à avoir de transactions. Ça finira par se faire. Dans combien de temps, c'est le sujet. De nombreux grands groupes font confiance à Catéala Valuation, BNP Paribas Real Estate, Generali Immobilier, Carmila, Perial, Société Générale pour ne citer que cela. Découvrons avec Jean-François Drouet d'abord et Nicolas Brosseau ensuite quelques exemples d'expertise récente. Comme le disait Nicolas, on a pérennisé à peu près nos performances et on fera à peu près la même performance en 2023 qu'en 2022, alors qu'on a perdu toute la partie expertise liée au financement, puisque comme il y a eu très peu ou pratiquement pas de financement cette année, et que sans que ce soit une partie très importante de notre activité, c'était une partie non négligeable.
il a fallu qu'on la compense, soit en développant des portefeuilles. On travaille pour Prodrid, par exemple, et on avait un certain nombre de lignes pour Prodrid, et on a augmenté de façon conséquente le nombre de lignes qu'on fait pour Prodrid. Il y a un certain nombre d'utilisateurs avec lesquels on travaillait pas ou peu, comme Elsan en santé, avec lesquels on travaille plus cette année. On a la chance d'avoir gagné des mandats avec la Poste Immobilier, par exemple. On est un des experts de Poste Immo, voilà, on dit la Poste Immobilier maintenant même. Ouais. D'avoir gagné des mandats avec le groupe Orange aussi pour faire des évaluations de centres téléphoniques, d'immeubles de bureaux, même de terrains de tennis qu'ils peuvent avoir à droite et à gauche partout en France. Donc ça aussi, c'est des clients très intéressants. Il y avait une grosse opération dont beaucoup de gens avaient parlé, qui était l'opération d'Ares avec Colonize, où Ares, qui est un fonds d'investissement anglais, avait donné une poche d'investissement de près d'1 milliard d'euros à Colonize, qui est donc cette structure de co-living, pour développer des maisons avec des co-living de 7 à 8 unités. Et Ares nous a demandé d'être l'expert des investissements qu'ils vont faire en France et en Belgique aujourd'hui, je crois. Donc effectivement, c'est des nouveaux marchés, c'est des nouveaux concepts, parce que le co-living, là aussi, c'est un marché sur lequel on a assez peu de références, et il faudra qu'on bâtisse un référentiel de taux, un référentiel de niveau locatif, etc. Mais on continue donc à se développer et à trouver et de nouveaux clients et de nouveaux marchés, et ce qui est pas illogique par rapport à notre passé, puisque, comme on le disait, ça fait 18 ans maintenant que tous les ans, on progresse avec des nouveaux clients. Si on n'avait pas eu cette crise financière et si on avait gardé les montants d'honoraires qu'on avait avec les financements, on aurait certainement eu une progression cette année, qui aurait été une progression pas extraordinaire, parce que nous, ça fait 18 ans qu'on progresse à notre rythme. On n'a jamais eu des progressions fulgurantes, mais on monte la pente tous les ans et de façon très régulière. Et pour terminer, selon la tradition de cet entretien, des grands entretiens, surtout quand on est en fin d'année ou en début d'année, quelle est votre analyse d'experts, l'un et l'autre, par rapport au marché, justement, pour 2024, bien sûr, mais aussi à plus long terme? Pour 2024, on sait que le début d'année va être difficile. On voit bien sur les trends des marketing que nos collègues de l'investissement peuvent avoir que on est encore dans un marché qui va être compliqué sur le début d'année. On a quand même quelques signes un peu encourageants. On a les récentes baisses des taux de swap, des taux de crédit annoncés, qui laissent entrevoir que le coût de l'argent va probablement être un petit peu plus abordable en 2024. On sait aussi par ailleurs qu'on a pas mal de nos clients qui commencent à structurer des équipes, à se positionner pour être prêts quand le marché va repartir, à se positionner sur des actifs même de grande taille, voilà, avec probablement des valeurs un peu décotées. Et puis nous, à notre niveau d'experts, on participe aussi à fluidifier le marché. Les évaluations qu'on a rendues au 31/12 ou qu'on est en train de rendre, comme je disais tout à l'heure, laissent quand même apparaître des baisses de valeur significatives. Alors c'est pas valable pour tous les produits, c'est pas valable pour tous les immeubles. Enfin globalement, les valeurs sont orientées nettement à la baisse. On espère que le fait qu'il y ait le repricing auquel les experts contribuent un petit peu qu'on va faire en sorte que voilà les intentions des vendeurs et celles des acquéreurs se rencontrent à nouveau et que ça aide le marché un petit peu à redémarrer. Et puis c'est toujours la même chose, sans être trop schumpeterien. On sait très bien qu'aujourd'hui, un certain nombre de très belles réussites de l'immobilier sont issues de la crise des années 90, que tout le monde n'a pas connue, mais que moi j'ai connue. Et on sait très bien que chaque crise génère de nouvelles façons de travailler, de nouvelles stratégies et de nouveaux acteurs de premier plan. Donc il va certainement y avoir aujourd'hui des changements. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il y aura un certain nombre de choses qui vont être revues. L'immobilier, on a quand même ce problème ou cet avantage, je ne sais pas, d'être extrêmement réglementé, d'être extrêmement avec des règles et des lois. Est-ce que le décret de 53 qui régule tout ce qui est aujourd'hui les baux commerciaux et qui a 70 ans ne devrait pas être revu? Il y a un certain nombre de sujets, la propriété commerciale en bureau, il y a un certain nombre de sujets où c'est des choses qui n'existent qu'en France et qui peuvent être un frein à un certain nombre de développements. Est-ce que le pouvoir donné aux maires sur les permis de construire, dont on se rend compte que c'est très limitant sur la transformation des immeubles de bureaux obsolètes en habitation, parce que les maires, et on les comprend, continuent à espérer qu'un jour ce sera reloué en bureau et qu'il y aura de la taxe professionnelle, etc. Est-ce qu'on ne va pas profiter de cette crise pour remettre à plat un certain nombre des freins qui peuvent aujourd'hui bloquer un peu le marché immobilier et lui permettre d'évoluer? Maintenant, c'est facile à dire, ça n'est jamais facile à mettre en œuvre parce que... Oui, mais faudrait quand même l'alléger, la partie législative. Moi, ça me semble évident, mais maintenant, c'est toujours pareil. Il y a
Quand on discute, tous les maires des grandes villes sont très pour garder le pouvoir sur les permis de construire parce que c'est une partie de leur pouvoir. Dès que vous parlez aux maires de villes moyennes ou petites, ça leur coûte extrêmement cher d'avoir un service d'urbanisme. Ils savent pas comment le gérer. À chaque fois, les sujets devraient être traités plutôt au niveau intercommunal, voire alors il y a beau y avoir des communautés de communes, etc. Donc, est-ce qu'il faut pas se poser la question? Est-ce qu'il faut pas mettre une limite de taille en disant c'est les maires de plus de 50 000 habitants qui gardent le pouvoir direct et en dessous on redonne ça au préfet parce que c'est je vais des idées en l'air. Je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut le faire, mais on a un système qui aujourd'hui, la loi de décentralisation, elle date de Mitterrand, elle date de 84, le décret de 53, il a son âge. Est-ce que le marché n'a pas évolué? Aujourd'hui, on dit tous qu'il faut faire des immeubles mixtes, des immeubles hybrides, etc. Aujourd'hui, dès qu'on fait un PLU, c'est quelque chose qui est extrêmement figé dans ce qu'on a le droit de construire ou pas le droit de construire à tel endroit. Il y a sans doute une réflexion à se faire sur l'adaptation au monde moderne, c'est-à-dire au monde très récent de tout ce qui est réglementation et tout ce qui est administratif en France. Mais ça ne se fait pas en un jour. Mais c'est souvent les crises qui permettent d'accélérer ce type de réflexion et ce type de décision. Donc il faut peut-être espérer que dans cette crise, il y aura une partie favorable qui en sortira et qui permettra de faire évoluer le marché dans le bon sens. Faire évoluer le marché dans le bon sens, voilà un vœu pieux émis à l'instant par Jean-François Drouet, président de KTL Evaluation, que l'on remercie, ainsi que Nicolas Brosseau, managing director de KTL Evaluation. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Le prochain, ce sera dans une semaine. À très vite donc pour Les grands entretiens, un podcast Imo Week.